Et depuis 5-6 ans, les effets, alors je ne sais pas si vous semble évident, mais les arbres morts, les arbres cassés se multiplient en forêt. Un jour, je faisais une trame à la planche au Mercier. J'ai fait une petite pause, il y a un boulot qui est tombé sur la sortie. Et donc, j'ai arrêté de grimper. Ce qui pourrait faire plus qu'un incident, ça s'appelle un accident. Et c'est vrai que maintenant, les impacts sont loin d'être neutres sur la forêt. C'est ça dont va parler l'ONF. Mais peut-être aussi, on va se poser des questions sur l'impact que ça pourrait avoir sur notre activité et le rôle qu'on peut jouer. Donc autrement, mon autre activité maintenant, je suis monitrice d'escalade à partir de demain après-midi. Et je gère un gîte Big Island à Milly-la-Forêt, un club d'escalade. Et j'organise le festival d'escalade durable qui a vocation à justement diffuser les bonnes pratiques d'escalade pour que tous les grimpeurs de salle, qui hélas n'ont pas la chance d'être dans une salle aussi sensible à l'environnement, quand ils découvrent la forêt, la découvrent avec un regard un petit peu plus ouvert sur les conséquences de leur activité. Je vais vous présenter Nicolas rapidement. Il est responsable, c'est assez compliqué l'ONF, mais il y a des agents de terrain, vous en avez peut-être rencontré lors de vos sorties. Ils sont en patrouille des fois le week-end, et il y a un responsable de l'ensemble des agents de terrain de la forêt de Fontainebleau. Donc c'est Nicolas Laurent qui est vraiment un acteur de terrain, donc c'est pas juste un ingénieur des bureaux à Paris. Donc il a un double regard, à la fois la formation ingénieur et à la fois l'expérience il nous dira s'ils sont 16, 18 ou 20 agents de terrain. Je te laisse te présenter, puis après on va commencer à la présentation. Merci Gaëtan. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre présence. Je pense que tu m'as déjà bien présenté, mais effectivement je suis ingénieur agronome de formation et me voilà en forêt. Responsable de l'unité territoriale de Fontainebleau. C'est l'échelon le plus local en termes d'organisation de l'Office national des forêts, qui est chargé de gérer les forêts publiques françaises, et donc ici la forêt domaniale de Fontainebleau, de la Commanderie et des Trois-Pignons, ce grand massif forestier de 23 000 hectares que vous connaissez et que vous pratiquez pour un certain nombre, j'imagine, notamment pour l'escalade. Donc, dans cette unité territoriale, ils sont 18 techniciens forestiers territoriaux qui gèrent chacun ce qu'on appelle un triage, un petit secteur de forêt, de l'ordre de 1002 à 2000 hectares pour les plus grands. Donc sur ce triage, ils pratiquent ce qu'on appelle la gestion multifonctionnelle de la forêt, c'est-à-dire produire du bois pour alimenter la filière bois et donc notre économie, mais également accueillir le public, ça passe par les grimpeurs, ça passe par les cyclistes, les promeneurs, les randonneurs, et préserver l'environnement et la biodiversité. Ça, c'est les grandes missions de l'ONF, auxquelles se rajoute une nouvelle mission aujourd'hui, et notamment l'adaptation au changement climatique, sujet pourquoi je me retrouve devant vous aujourd'hui, et qu'on va pouvoir démarrer. Donc comme on le disait, on le sait, le climat c'est pas une constante, hein. Il change tous les jours, et c'est important pour nous que ça soit sec, donc on regarde souvent la météo, mais à une grande échelle, le climat change, et on le sait que c'est un sujet bien plus vaste que nos petits soucis. Il a changé, il change encore et il va changer. Donc, à quelle vitesse ça se déroule et quelle vision, quelle connaissance vous avez sur la vitesse de ce changement ? Alors, juste au-dessus, effectivement, le climat actuel, c'est complexe. Je ne vais pas m'attarder sur cette image, mais il faut bien comprendre que c'est pas simple, que c'est difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les experts nous disent que ce climat change et que c'est dû principalement, ou même essentiellement, aux activités humaines. Pourquoi ? L'énergie que le Soleil nous envoie, elle est captée par la Terre, et il y en a une partie qui est réalise directement dans l'espace, c'est de la réflexion. Mais on a une atmosphère, et dans cette atmosphère, vous voyez notamment qu'on a un certain nombre de composants qui font qu'on peut garder cette chaleur. On garde cette chaleur notamment avec les gaz à effet de serre que vous voyez sur la droite. Ces gaz à effet de serre, ils sont présents naturellement dans l'atmosphère. Vous avez la vapeur d'eau qui est le gaz à effet de serre en fait principal. On ne pense pas forcément, mais c'est le plus important. Et vous avez également le fameux dioxyde de carbone ou le méthane pour les plus connus, qui sont des gaz que nous émettons.
Cet effet de serre qui est créé par la rétention de chaleur, à la base, il est tout à fait naturel. Il permet à la Terre de garder une température autour de 14 degrés, donc ça permet quand même aux sociétés humaines de bien se développer et d'aller à la plage tranquillement. Sauf que quand on accumule ce dioxyde de carbone ensuite dans l'atmosphère, il reste et il capte de plus en plus la chaleur et il empêche la chaleur de repartir dans l'espace. Donc vous êtes à 14 degrés et peu à peu ça monte, ça monte, ça monte. Et cette moyenne mondiale, elle se réchauffe progressivement, elle augmente. Donc on peut passer à la slide suivante. Merci. Ça augmente bien. Ça augmente avec une quantité de carbone qui elle aussi ne fait qu'augmenter dans l'atmosphère parce que ça se stocke là-dedans et ça met du temps à disparaître. Donc quand vous voyez tout en haut à droite, depuis les années 90 à peu près, le climat se réchauffe nettement. Vous avez des émissions, c'est 50 gigatonnes de CO2 par an, ça représente 50 milliards de tonnes de gaz qu'on balance dans l'atmosphère chaque année. C'est pas rien, et vous voyez ce que l'Union européenne représente là-dedans, c'est pas rien non plus, donc nos engagements climatiques sont importants. Le graphe de gauche, ça vous montre, avec ce grand histogramme bleu, ce qu'on émet dans l'atmosphère chaque année. Et ce qu'il y a en dessous, les deux petits bleus qui descendent vers le bas, ça vous montre ce que notre planète est capable d'absorber, que ce soit à travers ses océans ou à travers ses forêts. Et vous voyez bien quand vous faites la différence de ce qui monte et de ce qui descend. Aujourd'hui, il y a un gros différentiel qui fait qu'il y a beaucoup plus de gaz et de carbone qui restent dans l'atmosphère, et ça explique que ça se réchauffe aujourd'hui. Comme ça se réchauffe, après, on fait une modélisation, et vous voyez bien sur le graphe de droite, en degrés Celsius, on est sur un réchauffement d'1,5 degré environ depuis le début de ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle. Donc 1,5 de réchauffement, c'est pas négligeable. Cette chaleur, elle se répartit pas de manière homogène à la surface de la Terre, elle se répartit inégalement et c'est souvent plus chaud sur la Terre que sur les océans. Et donc typiquement, notre France se réchauffe un peu plus vite. Donc elle est déjà autour de 2 degrés de réchauffement quasiment. Ça, c'est les 2 degrés de réchauffement en moyenne. Après, derrière, il y a tous les extrêmes qui vont avec, évidemment. On peut passer à la slide suivante. Alors, ça c'était le climat d'aujourd'hui, on sait qu'il se réchauffe. Maintenant, on a des experts, et notamment ce qu'on appelle le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui travaillent sur des revues de littérature. Donc, ils amassent vraiment toute la connaissance humaine sur l'évolution du climat, et ils en font régulièrement des rapports pour dire où on en est en termes d'évolution du climat. Ce climat, ça permet d'avoir ensuite différents scénarios proposés en fonction des choix de société qu'on va faire. On parle beaucoup de sobriété énergétique en ce moment. Si on fait des choix encore plus drastiques de sobriété énergétique, peut-être qu'on va pouvoir diminuer un peu nos émissions. Si on fait aucun choix de sobriété et qu'on préfère se développer sans penser à la planète, on va partir sur des scénarios avec des températures encore plus élevées. Donc tous ces scénarios sont tracés et nous donnent une idée déjà de ce que ça va être en 2050 environ. Mais en gros, à partir de là, c'est l'incertitude. Comme vous l'avez vu, on commence à se diviser à partir de 2050. Donc nos actions d'aujourd'hui peuvent avoir des conséquences sur le climat de 2100. Mais 2050, on a à peu près une idée, on sera sans doute autour de 2 degrés Celsius de réchauffement mondial. Et c'est pas anodin sur la répartition de la vie sur Terre. On peut donc passer à la slide suivante, puisque la vie, et notamment la forêt, elle se développe en fonction de plusieurs types de conditions, des conditions de température, des conditions d'humidité et d'eau de manière générale. Donc évidemment, sur le triangle que vous voyez à gauche, vous verrez vite que lorsqu'il fait très chaud et très sec en bas à droite, vous êtes dans le désert. Par contre, s'il fait très chaud et très humide, vous êtes dans la forêt équatoriale comme en Guyane française. Et après, vous avez tout ce qui évolue entre tout ça, plus ou moins chaud, plus ou moins sec. Et en fonction de ces milieux-là, il y a une biodiversité spécifique qui se développe. Ce qui veut dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une forêt équatoriale que vous n'avez pas de biodiversité. C'est pas parce que vous êtes dans la savane qu'il n'y a pas de biodiversité. Vous le voyez avec les oiseaux et les différents stades de la forêt qui se trouvent au-dessus de moi. Cette forêt, elle change au cours du temps. Lorsque vous avez une parcelle agricole, par exemple, qui est finie d'être en exploitation, on arrête l'exploitation. Il y a une biodiversité spécifique et peu à peu c'est recolonisé par des arbres, ça devient des friches, puis une forêt à terme. Et toute cette biodiversité s'accompagne et change. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de forêt ou autre qu'il n'y a pas de biodiversité qui va avec. Concernant nos arbres, comment ça fonctionne un arbre? Alors, ça fonctionne notamment par ce qu'on appelle la photosynthèse, qu'on a tous un peu appris à l'école.
Et c'est une réaction chimique un petit peu compliquée qui fait intervenir la lumière du soleil. Donc, en gros, nos plantes, dans leurs feuilles, elles ont ce qu'on appelle de la chlorophylle, c'est une molécule particulière. Elle réagit à la lumière du soleil. La feuille utilise l'eau qui est puisée par les racines de l'arbre et utilise le dioxyde de carbone qu'elle puise dans l'air. Elle fait sa petite tambouille en interne, comme ça, elle travaille et elle rejette du dioxygène, de l'eau et un peu de matière organique, c'est-à-dire des nutriments qu'elle va utiliser pour pousser. Donc ça, c'est la réaction, ce qui se passe dans une feuille, et ça se passe dans toutes les feuilles de notre arbre, ce qui lui permet donc, de puiser de l'eau dans ses racines, d'utiliser la lumière du soleil et de grandir grâce au carbone de l'atmosphère. Donc nos arbres captent le carbone, réémettent de l'oxygène, et c'est pour ça qu'on dit que ce sont nos poumons verts, et que la forêt, c'est le poumon vert de la planète. Ils réémettent également de l'eau, ce qui leur permet de transpirer au soleil. Et donc c'est pour ça qu'on dit parfois aussi que la forêt crée son propre petit climat, parce qu'ils émettent cette transpiration, ils émettent cette eau, ce qu'on appelle donc le phénomène d'évapotranspiration. Mais qu'est-ce qui se passe finalement quand l'arbre n'a plus assez d'eau dans la terre et commence à être en difficulté? La France, ces dernières années, c'est une France sèche. On le voit sur la carte de gauche, c'est tout en rouge, c'est tous les états d'alerte, on va dire en 2019, entre mai et septembre 2019, dans les départements. On voit que c'est très rouge, sauf le bout de la Bretagne dans le Finistère. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des arbres? Eh bien, s'ils n'ont plus assez d'eau pour remonter dans leurs feuilles pour faire la photosynthèse, cette eau, elle ne peut plus remonter assez vite finalement pour faire face à la chaleur et à la sécheresse. Donc il y a un appel d'air qui se fait dans les canaux de l'arbre, dans ces vaisseaux presque sanguins, on pourrait dire. Cet appel d'air, c'est comme une embolie chez les humains, ça coupe le vaisseau, ça le casse, et finalement, ça fait un petit rameau qui dépérit, qui meurt, une branche complète, voire un arbre complet. Donc ces conditions de température et d'eau font que notre forêt, je l'ai dit, elle ne va pas s'installer n'importe où. Cette forêt de Fontainebleau, elle ne s'est pas installée n'importe où, et les arbres ne vont pas y survivre dans les conditions les plus extrêmes. Nos arbres, s'ils sont victimes d'une sécheresse, ils sont affaiblis, oui, mais ils peuvent résister. Ils résistent sans problème parce qu'ils ont peut-être perdu un vaisseau, ça et là, ça va. Par contre, si c'est un événement vraiment extrême, là, pour le coup, ça peut compliquer les choses, ça peut devenir plus difficile. Mais la vraie question dans tout ça, c'est à quel point les événements intenses vont se répéter, à quel point ça va être fréquent. La fréquence de tous ces événements vraiment très intenses vont endommager de plus en plus de vaisseaux de l'arbre à travers ce phénomène d'embolie. Ils vont manquer d'eau régulièrement, ils vont s'affaiblir progressivement. Il y a encore d'autres facteurs qui pourraient rentrer en jeu. Il y a des insectes qui pourraient venir commencer à ronger l'arbre, typiquement, on l'a vu dans les forêts du nord-est de la France. Par exemple, toutes ces forêts qui ont été rasées récemment de résineux parce qu'ils avaient des petits insectes qui se sont mis à les grignoter, c'est tout simplement parce que les arbres étaient affaiblis et n'avaient plus la capacité à se protéger. Donc il y a des tas de facteurs qui rentrent en jeu dès lors que notre arbre est affaibli et qui finissent par le faire dépérir. Et donc finalement, soit il a la capacité encore à survivre, à se refaire, à se régénérer, soit il finit par mourir. Il finit par mourir et ça vous donne des paysages comme ça, que vous pouvez voir en allant grimper. Donc ça, Gaëtan, je me souviens plus. C'est à l'éléphant. C'est au niveau de l'éléphant, à l'Archamp, au-dessus. Le secteur de l'Archamp, c'est un des secteurs les plus emblématiques, j'ai envie de dire, en termes de dépérissement sur le massif forestier de Fontainebleau. C'est frappant, c'est principalement les pins sylvestres qui dépérissent. Le pin sylvestre, c'est pas forcément toujours la sécheresse, c'est aussi le coup de chaud. Il ne supporte pas toujours bien nos 45 degrés dans la canopée là-haut, ça fait un peu trop chaud pour lui. Il faut savoir que le pin sylvestre, on l'appelait autrefois le pin de Riga parce qu'il a été apporté à Fontainebleau en venant des pays plutôt baltes, vers Baltique. Donc c'est un pin qui en réalité n'est pas si méditerranéen que ça. Parfois on a tendance à dire que la forêt de Fontainebleau c'est la Méditerranée, mais en fait il est un peu plus nordique que ça. Donc en résumé, je vous l'ai dit, c'est l'intensité et la fréquence des événements extrêmes qui va déterminer si nos arbres vont vraiment tenir le coup sur le long terme ou pas. Il faut aussi savoir derrière que ces arbres ont des temps de réaction variables.
c'est pas parce qu'on a connu une sécheresse en 2022 que tout va mourir l'année suivante. Les chênes, par exemple, ont un temps de réaction de l'ordre de 2 ans. Donc si vous observez une sécheresse l'année N, vous attendrez l'année N plus 2 pour voir ensuite les conséquences de cette sécheresse-là. Ce qui fait que ça peut créer un décalage dans la perception, justement, et on peut se poser la question de pourquoi ils ne sont pas morts cette année alors qu'il a fait très chaud et très sec. Voilà, le être, ça. Et depuis quelques années, vous le savez évidemment, les hivers sont plus doux, les automnes aussi, on a un peu moins de pluie par moment, les pluies sont inégalement réparties. On a également des étés plus chauds et plus secs, on a des épisodes un peu plus violents pour tout ce qui est précipitation. Et on a d'autres événements un peu violents, tels que des gelées tardives qui font que les bourgeons des arbres finissent par mourir dès le début du printemps, ou des gelées un peu plus tôt parfois dans l'année qui font que les fleurs, des tas de choses peuvent mourir. On l'a vu pour nos arboriculteurs par exemple. Voilà. Ça donne ce type de paysage également. Ce type de paysage-là, on n'est plus sur des pins, on est sur des hêtres. Les hêtres, on en voit un peu moins dans les zones de chaos rocheux, tout simplement parce que naturellement, ça ne lui plaît pas trop. Mais on voit ces grands squelettes de grands arbres bien vivants autrefois. On voit également ce qu'on appelle des descentes de cimes, c'est-à-dire que l'arbre n'a plus assez d'eau pour irriguer les parties supérieures. Et pour survivre, va faire le choix de progressivement perdre sa partie supérieure et de n'alimenter que la partie inférieure de l'arbre. Et peu à peu, ça descend. Et ça, c'est la descente de cimes qui sont des signes très notables du dépérissement des arbres, jusqu'à mourir pour la plupart. Ce que vous voyez en forêt, ça se confirme complètement avec nos observations. Il faut savoir que les forestiers notent une fois par an l'état sanitaire des arbres sur un réseau de différentes placettes situées sur les forêts domaniales de Trois-Pillons, de la Commanderie et de Fontainebleau. Ils donnent une note en fonction de la ramification, en fonction de l'état du couvert feuillé. Et vous voyez grossièrement en orange, rouge, que tout ça c'est en train d'augmenter, tandis que le vert foncé, lui, a disparu. Donc en gros, tout ça, ça traduit que l'état sanitaire pour les feuillus, chênes sessiles, chênes pédonculés et hêtres qui sont mesurés en forêt de Fontainebleau, ils sont en train de dépérir, ils ont un état sanitaire dégradé. Et ça vous montre que la forêt évolue très vite également, puisque ces données-là, elles ont été prises entre 2017 et 2021. Donc ça va très vite. Ça ne veut pas dire que ces arbres-là sont condamnés à mourir pour tous, mais ça veut néanmoins dire que leur état sanitaire est bien dégradé pour un certain nombre d'entre eux. Et je le dis, c'est uniquement sur 730 arbres qui sont mesurés, c'est pas sur l'intégralité de la forêt. Alors maintenant, comment ça va évoluer par rapport au scénario climatique de ce fameux groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat? Qu'en est-il du climat de Fontainebleau d'aujourd'hui et de demain? Alors est-ce qu'on est capable de situer le climat que Fontainebleau aura demain déjà aujourd'hui sur Terre? Est-ce qu'on peut savoir à peu près quelles sont les conditions? Oui, c'est possible. Le climat d'Île-de-France en 2070, en gros, la zone qu'on utilise, c'est la zone rouge que vous voyez, donc on se réfère sur cette zone-là. Et ce que vous voyez en bleu, c'est le climat qui pourrait correspondre en 2070. Donc en gros, sur un scénario plus 2 degrés, la carte de gauche, le climat de Fontainebleau ou d'Île-de-France, ça serait globalement le climat actuel de la façade atlantique et du bassin méditerranéen. Si on passe dans un scénario plus 4 degrés, qui est quasiment ce vers quoi on se dirige, on voit qu'en gros, le climat de Fontainebleau, ce sera le bassin méditerranéen. Ça va évoluer très vite. 2070, c'est dans même pas 50 ans. Donc forcément, pour des végétaux qui poussent sur des siècles entiers comme les arbres, derrière, il y a des questions d'adaptation qui se posent. Pourquoi ils vont être en difficulté, ces arbres? On a parlé de leurs besoins en eau. Actuellement, les arbres, ils ont des précipitations à peu près toute l'année, il fait un peu plus chaud l'été, donc ils transpirent un peu plus, et ils ont ce qu'on appelle un déficit hydrique, donc il manque un peu d'eau pendant l'été, mais c'est tout à fait naturel. Quand on se dirige vers nos scénarios de plus en plus pessimistes, vous voyez que ces barres oranges qui constituent le déficit hydrique des arbres, elles vont augmenter, elles vont être encore plus importantes, et il y en aura même sur des mois auxquels on n'avait pas actuellement. Donc ce déficit hydrique des arbres vont manquer de plus en plus d'eau sur des périodes de plus en plus longues et de manière de plus en plus intense. Ce qui n'est pas négligeable pour leur survie et pour leur maintien.
On a parlé des hêtres, on les a vus en photo tout à l'heure. Donc les projections climatiques que je vous montre ici sont issues d'un outil qui est accessible à tous, qui s'appelle Climessence. C'est un des outils qu'on utilise pour montrer rapidement ce qui peut se passer. Vous voyez à gauche la carte de l'Île-de-France selon le climat actuel. Vous avez des taches vertes et des taches jaunes. Les taches vertes, ça correspond à des aires climatiques compatibles avec le hêtre aujourd'hui, et le jaune, un peu moins compatible. Vous voyez que quand on se dirige vers notre scénario +2 ou +4, ça évolue progressivement vers du jaune, c'est-à-dire qu'avec l'évolution du climat, le hêtre va avoir de moins en moins sa place dans nos forêts d'Île-de-France. Est-ce que ça veut dire qu'il va disparaître pour autant? Non, il ne va pas disparaître. Par contre, les gros hêtres qu'on connaissait en forêt de Fontainebleau, eux, ça m'étonnerait qu'on les retrouve dans les prochaines années. Ça n'empêche pas qu'il y ait de la régénération de hêtres. Il y a plein de petits hêtres qui poussent en forêt, mais ils auront peut-être plus de mal à grandir très haut et à se développer de manière très importante. Sans prendre en compte ici les questions de sol. Je le dis bien ici, c'est que du climat, on ne prend pas en compte le sol. Et vous savez que le sol de Fontainebleau, c'est du sable. Et pour des végétaux, c'est pas top, parce que l'eau coule. On peut passer au chêne Cécile, qui est le chêne majoritairement présent en forêt de Fontainebleau. Bon voilà, la situation c'est à peu près la même, un peu moins dramatique. Pareil, ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, mais les conditions climatiques seront moins réunies, voire pas réunies, pour lui permettre son épanouissement. On peut passer à la suivante, avec un autre type de représentation, mais qui vous donne une bonne idée aussi. Le pin sylvestre, qui est très présent sur les zones de chaos rocheux. Vous voyez qu'actuellement, il est bien présent, c'est du vert, ça veut dire que les conditions climatiques sont réunies pour que le pin sylvestre se développe bien. Scénario intermédiaire ou pessimiste, vous voyez que ça va être de plus en plus compliqué pour lui, on tire vers le rouge de plus en plus. Et donc, quand on est sur des scénarios de +4 degrés typiquement, on voit que, d'un point de vue climatique, le pin sylvestre sera en difficulté. Une nouvelle fois, il ne va pas disparaître pour autant. Tout ça, c'était issu de Climessence. Et là, vous voyez la carte de la composition des peuplements en forêt de Fontainebleau, à peu près aujourd'hui. En vert, vous voyez les chênes. En violet, vous voyez les pins. Et en bleu, vous voyez les hêtres. En fait, ce sont nos essences majoritaires. Donc, évidemment, ça va changer en termes de paysage. Parce que beaucoup de ces arbres-là, soit sont en situation de dépérissement, soit vont l'être. Et évidemment, les paysages vont évoluer derrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, nous, forestiers. On suit l'état de santé de notre forêt. Je vous l'ai montré avec notre tableau de suivi selon notre protocole DEPERIS. Donc, vous avez vu les notes de nos arbres entre 2017 et 2021 pour 730 d'entre eux. On utilise aussi les nouvelles technologies avec les drones, notamment, qui nous permettent de survoler la canopée et de voir les zones qui sont en dépérissement. Donc, typiquement, la photo que vous avez là, avec tous ces résineux qui sont aux aiguilles rougies. Évidemment, on vient sur le sol ensuite pour confirmer tout ça. Et par exemple, en 2019, c'est comme ça qu'on a diagnostiqué 120 hectares de peuplement de pins sylvestres en dépérissement à Fontainebleau. Je rappelle que la forêt, dans sa superficie globale, c'est 23 000 hectares. Donc il n'y a pas de situation alarmante à ce stade. Une fois qu'on a diagnostiqué, qu'est-ce qui se passe quand tous nos arbres sont morts à un endroit où ils sont en train de mourir? On peut procéder à ce qu'on appelle une coupe sanitaire. C'est-à-dire qu'on va raser effectivement les arbres qui sont morts. C'est pas forcément, tout ça, c'est pas forcément lié uniquement à la sécheresse. Vous pouvez avoir des arbres qui meurent pour d'autres raisons. En Île-de-France, vous avez les châtaigniers, par exemple, qui sont en train de mourir dans d'autres forêts d'Île-de-France. Ça, c'est la maladie de l'encre. Donc, c'est un pathogène qui tue les arbres. Donc, on n'est pas que sur la sécheresse, mais les Fontainebleau, c'est ce cas-là. Une fois qu'on a coupé les arbres, on va diagnostiquer le sol. On va voir de quoi il est composé. Il y a certes beaucoup de sable, mais il y a un peu de matière organique. Il y a des petites choses qui permettent de faire pousser les arbres. On va voir nos scénarios climatiques, ça c'est ce que je vous ai montré. Et donc on va faire des choix d'essence diversifiés et d'avenir. Typiquement, le hêtre, on a vu, ça va être compliqué pour lui à l'avenir, donc on ne plante pas de hêtre en ce moment en forêt de Fontainebleau. L'hiver dernier, sur la saison 2021-2022, on a planté 42 000 arbres en forêt de Fontainebleau. Sur cet hiver-là, on va en planter un peu plus de 60 000. On bénéficie notamment de France Relance, on bénéficie d'une convention avec la région Île-de-France. Donc on met les moyens derrière pour accompagner la forêt dans son adaptation face au changement climatique.
On parle d'enrichissement de la forêt aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le forestier continue de faire le pari de ce qu'on appelle la régénération naturelle. C'est-à-dire que les glands qui tombent des chênes poussent naturellement et créent les arbres de demain. Mais on essaie d'accompagner un peu la forêt en rajoutant de la plantation à tout ça, de la plantation d'essences qui existent parfois sur Fontainebleau ou qui sont vraiment très limitées, et on les apporte avec un peu plus de quantité. Je pense notamment au chêne pubescent, qui existe à Fontainebleau, qui est moins présent. C'est un chêne qui vient davantage du sud de la France et qui résiste davantage à la sécheresse. Cette année, on va commencer à planter du chêne tausin. Le chêne tausin, pareil, c'est plutôt du côté des Pyrénées, très résistant à la sécheresse. Et c'est autant de chênes, par exemple, qui vont pouvoir sans doute être mieux adaptés à notre sol et à notre climat de demain, qui vont peut-être même pouvoir s'hybrider avec les chênes actuels de la forêt de Fontainebleau pour créer de nouveaux arbres encore plus résistants. On plante également d'autres feuillus, notamment beaucoup de fruitiers, pour tout ce qui est diversité, parce qu'on sait qu'une forêt qui abrite beaucoup de richesses en diversité d'espèces doit aussi être plus résiliente face au changement climatique. Elle va pouvoir résister davantage aux pressions de l'environnement. Et typiquement, on l'a bien vu une nouvelle fois dans le nord-est de la France, si ces insectes qu'on appelle les scolites ont dévoré autant d'hectares de forêt, c'est parce qu'on était sur ce qu'on appelle de la plantation monospécifique de résineux. Tandis qu'à Fontainebleau, aujourd'hui, on cherche à apporter de la diversité, parce que si un insecte va piquer un arbre ici et qu'il va entourer d'autres arbres ou d'autres espèces, il ne va pas forcément aller piquer les autres. Vous avez la liste un peu des essences ici. On donne au maximum à la forêt les arbres pour qu'elle dure. Ça passe notamment par ce qu'on appelle la futée irrégulière. On a fait le choix de rentrer dans ce régime de gestion forestière depuis 2017. Pour faire simple, c'est la fin des coupes à blanc, la fin des coupes rases. On ne pratique plus de coupes rases en forêt. C'est en tout cas un choix depuis 2017, c'est encore plus ancien à Fontainebleau, mais c'est ce choix-là qui a été fait notamment pour garder un couvert continu tout au long de la vie du peuplement. Pourquoi on garde un couvert? Parce qu'avec les étés qu'on a en ce moment, avec les coups de chaud qu'on a en ce moment, on pense qu'il est mieux pour les arbres, et ça se confirme lorsqu'on fait des plantations, d'avoir un minimum de couvert par des grands arbres, garder un minimum d'ambiance forestière, de telle sorte qu'ils puissent s'épanouir et grandir doucement à l'ombre de leurs congénères. Le forestier lui-même, après, dans ce qu'on appelle la sylviculture, parce que la forêt c'est un milieu naturel, oui, mais c'est un milieu naturel géré, à travers la sylviculture, il joue sur la compétition ou la coopération entre les arbres, de telle sorte qu'ils puissent pousser et s'épanouir au mieux pour garder ce couvert forestier également. On fait attention à nos sols forestiers, puisque c'est là qu'on retrouve les racines des arbres, et c'est une des ressources, si ce n'est la ressource la plus importante pour le forestier. On protège les jeunes arbres du gibier, ça passe notamment par l'équilibre lié à la chasse. Donc on pratique la chasse pour essayer de réguler au maximum la faune sauvage et d'avoir toujours le bon état d'équilibre qui permet évidemment de garder des animaux, mais aussi aux jeunes arbres de pouvoir avancer et grandir. Et enfin, on laisse ce qu'on appelle des zones en libre évolution, donc on laisse la forêt se développer par endroits sans y toucher, et on fait très attention au bois mort, c'est-à-dire qu'on le préserve au maximum, on a des obligations par rapport à ça. Tout ça pour accueillir une biodiversité favorable, car c'est dans le bois mort qu'on en retrouve une très grande partie. Et je terminerai globalement là-dessus pour cette présentation-là sur ce que les forestiers peuvent faire. C'est aussi à un moment devoir accepter, nous forestiers, mais aussi le grand public de manière générale, que les paysages de la forêt de Fontainebleau vont changer. Ils ont déjà changé par le passé. La forêt de Fontainebleau, c'est une forêt artificielle, c'est une forêt principalement plantée par la main de l'homme. C'est absolument pas une forêt primaire, même quand on est dans son cœur, globalement, vous avez toujours quelque part un humain qui est intervenu. Les recherches récentes, notamment avec les nouvelles technologies telles que le LIDAR, nous montrent qu'il y a 2000 ans, c'était une forêt extrêmement réduite, puisque c'était un territoire à dominance notamment agricole, avec du pâturage ou des cultures. Donc on voit très bien que c'est, à l'échelle de 2000 ans, c'est très peu pour une forêt finalement, et c'est une évolution considérable. Et vous le voyez ici, cette évolution, on a parlé de 2000 ans d'existence, mais en fait, il y a encore moins longtemps, il y a 300 ans, en 1697 à peu près, la forêt ne faisait que 4500 hectares de feuillus uniquement. Et c'est au 19e siècle que les hommes ont fait le choix de planter notamment du résineux, on a parlé du pin sylvestre, ils l'ont apporté, et ce pin sylvestre a progressivement colonisé toutes les zones qui autrefois étaient ouvertes, toutes ces zones qui étaient des landes, des chaos rocheux, des sables. Progressivement, ça a été colonisé par les résineux, par les plantations de l'homme. Et vous le voyez, cette forêt de Fontainebleau, en fait, elle a bien grandi en l'espace de 3 siècles.
Et il est possible que dans le futur, son visage change encore très rapidement. Cette fois-ci, évidemment, on aura peut-être un peu moins la maîtrise parce qu'on ne maîtrise pas le climat global de la planète, mais on l'accompagne au mieux. Et je l'ai dit au début de ma présentation, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de forêt qu'il n'y a pas de biodiversité. L'ONF travaille parfois à rouvrir des zones de landes, parce que ce sont des milieux extrêmement riches en biodiversité, ce sont ce qu'on appelle des habitats communautaires, donc c'est de la protection. On protège tous ces milieux en les rouvrant parfois volontairement. Et les grimpeurs dans tout cela. Alors, comment ça se passe? Dans un premier temps, respecter les bonnes pratiques. J'ai rapporté quelques petites chartes de bonnes pratiques qui pourraient venir vous servir à la fin de la présentation. Évidemment, le grimpeur lui-même ne va pas modifier le climat autour de lui et ne va pas... Enfin, évidemment, chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Mais en tout cas, ce n'est pas le grimpeur qui va changer quelque chose à la forêt de Fontainebleau en un claquement de doigts. Par contre, faire les efforts nécessaires comme chacun de préserver le milieu, ça c'est essentiel. La forêt de Fontainebleau, vous le savez, notamment sur les zones d'escalade, elle est extrêmement fréquentée. C'est une forêt qui gagne encore en fréquentation, qui a une grande notoriété à l'échelle nationale comme internationale. En 5 ans, on a eu 25% d'augmentation de fréquentation. Donc on serait autour de 15 millions de visites par an. Et sur un milieu naturel, ça se ressent. Que ce soit en termes d'érosion des sols, de pression sur la faune, de dérangement, ça se ressent considérablement. Donc respecter les bonnes pratiques dans un premier temps. Je ne le vois pas apparaître ici, mais ça passe notamment aussi par changement climatique. Ne surtout pas allumer de feu en forêt, je le dis, parce qu'on le voit. Ne pas allumer de feu parce qu'elle va être de plus en plus sensible également au risque incendie. Et derrière, c'est évidemment la forêt qui est en danger, mais parfois aussi les populations, puisque une ville est entourée par la forêt, et la forêt elle-même est bordée par de nombreuses villes et villages. Vous l'avez vu, on observe de nombreux arbres dangereux en forêt. Ce sont tous les arbres dont j'ai parlé qui finissent par mourir des suites de la sécheresse, de la canicule. Ces arbres, lorsqu'ils sont en parcelle, le promeneur n'est pas censé pénétrer en parcelle, donc normalement il n'y a pas de danger. Il y a un certain nombre d'arbres, que ce soit en bord de sentier, en bord de route, où là par contre ils sont secs et ils sont dangereux, donc l'ONF entreprend des travaux de sécurisation. Donc on abat tous ces arbres, on les repousse, voire on les valorise. Est-ce qu'on va se prendre un arbre sur la tête? Le risque nul n'existe pas. Vous êtes en forêt, vous êtes dans un milieu naturel, une nouvelle fois. Donc le risque de se prendre un arbre sur la tête est tout à fait normal. Maintenant, la présence d'un gestionnaire comme l'ONF en forêt, c'est justement l'objectif derrière de pouvoir accueillir du monde avec le risque le plus faible possible. Et effectivement, on a très peu d'accidents qui surviennent, même si ça arrive. Donc, possible, mais voilà. Je crois qu'il reste un slide. On utilise effectivement l'ONF pour entretenir, mais on a également